Bonjour, dans cet exercice, nous allons voir le spectrographe de masse. Alors, il s'agit de faire la différence entre deux isotopes du mercure, Hg2+, et Hg2+, également, mais le premier possède 200 nucléons, le deuxième en possède 202. Le deuxième est donc légèrement plus lourd que le premier. Et cet appareil, effectivement, comporte deux parties. Une première zone, la zone grise, dans laquelle ces isotopes sont d'abord accélérés par un champ grand E, un champ électrique, puis une deuxième zone dans laquelle règne un champ magnétique B qui va permettre de dévier ces particules de manière à les récupérer après avoir fait un demi-tour. Alors, tout d'abord, on nous demande, question 1, d'exprimer les vitesses V1 et V2 acquises par les isotopes 1 et 2 après avoir été accélérés par cette tension U. La tension U est marquée ici, elle est orientée vers le bas. Au passage, qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que cette plaque là-haut est chargée négativement et en bas, la plaque elle est chargée positivement. Et puisque le champ descend les potentiels, nous aurons un champ grand E qui sera orienté du bas vers le haut. C'est tout à fait logique puisque ces particules sont positives. Je vous rappelle qu'elles subissent une force grand F égale à QE, et donc comme Q est positif, ce sera de même sens que le champ E. Jusque-là, tout va bien. Alors, pour déterminer les vitesses, plutôt que de passer par le PFD et de chercher les équations horaires, nous allons tout simplement établir un théorème de l'énergie cinétique. Je vous le rappelle, il nous dit que la variation de l'énergie cinétique égale la somme des travaux de toutes les forces extérieures. Ici, il n'y a qu'une seule force extérieure, il s'agit de la force électrique dont nous venons de parler, puisque le poids des particules est toujours négligeable devant la force de Lorentz. Donc, le théorème de l'énergie cinétique va s'écrire comme 1 demi de mvo au carré, la vitesse qu'il aura acquis au point O, moins la vitesse de départ, 1 demi de mvs au carré, et le travail de la force électrique, on pourrait faire QE scalaire SO le déplacement, mais on peut aussi tout simplement retenir que ce travail est égal à QU. Q, la charge des particules, U, la tension qui règne entre les deux plaques du condensateur. Alors, on a dit que les isotopes étaient émis avec une vitesse quasiment négligeable. Donc la vitesse Vs est nulle. La charge Q, elle est égale à 2E, puisqu'il s'agit des ions Ag2+, dans les deux cas. Donc on aura alors 1 demi de mv au carré égale 2E fois U, et donc ça donnera que la vitesse au point O égale à 2 fois 2E, ça fera 4E, la tension U divisé par la masse M, le tout en racine pour annuler le carré. Voilà la vitesse des isotopes au point O. La question demandait la vitesse V1 et V2, oui, puisque la charge est la même pour les deux, la tension U est la même, mais la masse M1 et la masse M2 ne seront pas les mêmes. La masse M1 sera 200 fois la masse d'un seul nucléon, la masse M2 202 fois la masse d'un nucléon, la masse des électrons étant négligeable. Je vais traiter cet exercice uniquement sous forme littérale. Nous ne ferons pas les applications numériques. Il vous suffit tout simplement de prendre la calculatrice pour les effectuer si besoin. Petit 2, déterminer la trajectoire des ions dans la zone de champ magnétique. Une fois rentrés dans la zone de champ magnétique, les électrons vont avoir, pardon, ce ne sont pas les électrons, les isotopes vont avoir une trajectoire circulaire qui va les dévier jusqu'à atteindre la plaque photographique, la plaque P. Petit 2, nous sommes à la recherche donc du rayon de courbure. Par application du PFD, on pourra dire que la masse fois l'accélération égale la composante magnétique de la force de Lorentz, QV vectoriel B. Or, en admettant un mouvement circulaire uniforme, nous pouvons dire que l'accélération s'écrit moins v carré
sur R, ER, ER étant le vecteur polaire, R, le rayon de courbure, ce que nous recherchons ici. Soit moins mv carré sur R, ER, égale 2e v vectoriel B. On peut facilement montrer que V vectoriel B est collinéaire à ER, V étant suivant Eθ, B suivant EZ. Eθ vectoriel EZ me donnera bien entendu ER. En passant aux normes, nous pouvons donc écrire que mv carré sur R égale à 2e fois V fois B. Les deux vecteurs étant orthogonaux, on peut facilement passer à la norme. Ceci nous permet d'isoler le rayon de courbure, grand R, égal à mv sur 2EB. Et pour finir, si je réinjecte l'expression de la vitesse v trouvée à la question 1, nous pourrons dire que le rayon de courbure égale à la racine de mu sur EB carré, une fois rentrés les différents éléments à l'intérieur de la racine. Voilà le deuxième résultat que nous allons trouver. Il s'agit donc du rayon de courbure que nous demandait de déterminer cette question. Évidemment, on pourra dire qu'il s'agit du rayon R1 pour la particule 1 avec la masse M1, U, E et B étant les mêmes dans les deux cas, et R2 avec la masse M2. Troisième question, on va recueillir les deux particules sur une plaque photographique, la plaque P, après qu'elles aient fait demi-tour. Évidemment, on voit que le rayon de courbure dépend de la masse. Au plus la masse est importante, puisqu'elle est au numérateur, au plus le rayon sera grand. La masse M2 de la deuxième particule étant plus grande que la masse M1, eh bien la deuxième particule ira plus loin. Si je cherche à représenter également cette trajectoire, je peux le faire avec un rayon de courbure légèrement supérieur. La question nous demande quelle va être la distance petit d entre les deux traces laissées par les particules au niveau de la plaque photographique. Eh bien, je m'aperçois que cette distance petit d correspond à la différence des deux diamètres. Petit d est tout simplement égal au diamètre effectué par la particule 2, celle qui va le plus loin, moins celle de la particule 1. Évidemment, il s'agit de 2 fois le rayon R2 moins 2 fois le rayon R1. Eh bien, en reprenant l'expression qui est marquée juste au-dessus, je m'aperçois que U, E sur B au carré est un terme commun aux deux rayons. Je peux donc le factoriser. 2 fois la racine de U sur EB carré. Facteur de quoi? Racine de M2 moins racine de M1. Voilà donc la distance petit d que l'on pourra trouver entre les deux particules. Je crois que nous avons fait le tour de la question. L'essentiel de ce type d'exercice, qui est un grand classique, est d'avoir bien compris qu'il y a deux zones. Une première zone d'accélération, dans laquelle le théorème de l'énergie cinétique nous permet de trouver la vitesse, et une deuxième zone de déviation, dans laquelle nous avons toujours des trajectoires circulaires uniformes. On peut alors facilement, grâce au PFD et à la forme de l'accélération dans un mouvement circulaire uniforme, déterminer le rayon de courbure.